Je partirai de Jean-Jacques Rousseau, dont Akira Mizuhayashi nous a rappelé en 2 citations, je crois, l'extraordinaire génie politique. Je m'appuierai sur ce qui, je crois, a été le point de départ de son parcours. Cette phrase célèbre « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Comme il arrive souvent dans des phrases limpides, elles présentent, quand on les examine de près, une ou plusieurs énigmes. En termes de pensée, en termes de langue, et parfois les deux de manière indistinguable. L'homme est né libre est une proposition universelle. C'est une proposition universelle qui est au singulier. Alors que dans les manuels de logique de l'époque de Rousseau, les propositions universelles se présentaient au pluriel. Donc Rousseau choisit le singulier et ce faisant, peut-être consciemment, peut-être pas, peu importe, il renoue avec la langue d'Aristote, qui énonce ces propositions universelles au singulier, pas au pluriel. L'homme est né libre est une proposition universelle, elle vaut pour tout homme en tant qu'homme, mais la deuxième phrase, partout il est dans les fers, est aussi une proposition universelle, puisque l'homme, le substantif l'homme est pronominalisé par il. En bonne langue, le pronom de reprise a les mêmes propriétés que le substantif repris. Donc si le substantif dans la première phrase est le sujet d'une proposition universelle, il faut supposer qu'il l'est dans la seconde. En plus, la dimension d'universalité est renforcée par l'adverbe « partout ». Question, est-ce le même universel ? Si c'est le même universel, alors il y a une contradiction logique. Du même sujet universel, on affirme qu'il est libre et qu'il est dans les fers. Je n'écarte pas cette possibilité. Rousseau énoncerait une contradiction, c'est-à-dire un scandale logique, qui en vérité serait le reflet d'un scandale politique. La contradiction logique serait le chemin qui permettrait de prendre conscience du scandale politique. Mais il y a une autre lecture possible, c'est de considérer qu'il y a 2 universels différents dans les 2 phrases. C'est universel, mais ça n'est pas le même universel. C'est suffisamment ressemblant pour que la pronominalisation par il soit possible, mais ça n'est pas le même universel. J'ai proposé, je reprendrai aujourd'hui cette proposition, de les nommer d'une manière différente. Le premier universel, je l'appellerais l'universel d'intensité. Je dirais que Rousseau laisse entendre, je ne dis pas qu'il oblige à entendre, il laisse entendre que le prédicat libre porte le nom homme à son point extrême d'intensité.
Et c'est cela, en vérité, l'universel dont il est question, qui n'a rien à faire avec la question de savoir s'il y a beaucoup d'hommes libres ou aucun homme libre. Ça n'est pas une question de quantité en extension, en termes de nombreux, plusieurs, quelques-uns, majorité, etc. C'est en termes d'intensité. Quel est le prédicat qui porte le nom d'homme à son point maximal d'intensité? Rousseau choisit ici, parce qu'il s'agit de politique, du prédicat libre. Il y a d'autres prédicats qui peuvent porter le nom d'homme à son maximum d'intensité. On peut par exemple penser que le prédicat mortel est un prédicat qui porte le nom d'homme à son maximum d'intensité. Mais on voit très bien que choisir entre la locution « l'homme est né libre » et « l'homme est né mortel », vous n'avez pas situé le maximum d'intensité au même lieu. Si j'osais, je dirais que dans cette opposition, vous trouvez en germe l'opposition entre Heidegger et Sartre. Heidegger est celui qui choisit le prédicat mortel comme prédicat qui porte le nom d'homme à son maximum d'intensité, alors que Sartre choisit le prédicat libre. Universel en intensité et non pas en extension. Donc la proposition est universelle alors qu'aucun homme n'est libre, puisque c'est cela que dit le texte. L'homme est libre et aucun homme n'est libre. La proposition est universelle alors qu'il n'y a rien, ou plus exactement personne, qui la vérifie. Dans la deuxième partie de la phrase, le second universel ne relève pas de l'intensité, il relève de l'extension. Et la preuve que ça relève de l'extension, c'est précisément l'usage de l'adverbe partout. C'est l'extension au sens minimal du terme, c'est-à-dire l'extension spatiale, partout. Mais en vérité, on peut aussi entendre d'autres indices de l'extension, c'est-à-dire depuis toujours, ou depuis toujours à partir d'un certain moment, le passage de l'état de nature à l'état de civilisation, mais depuis ce moment-là, c'est toujours et pour tous, c'est-à-dire pour tous les hommes. Et là, nous retrouvons en quelque sorte à reconstituer à partir d'un de ces termes une triade que Rousseau connaissait parfaitement et que certains encore aujourd'hui connaissent, bien qu'elle soit sortie de l'usage. C'est la définition de la vérité de foi selon les théologiens de l'Église de Rome, et vérité de foi, ce qui se dit partout, toujours et par tous. Ça se dit en latin, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. En indiquant que pour lui, Rousseau, le véritable universel, celui qui porte le nom d'homme à son maximum d'intensité, c'est-à-dire, osons-le pas, à sa vérité, c'est le prédicat libre qui n'est vérifié nulle part, jamais, et pour personne. Il indique que la vérité n'a pas à faire avec la triade des théologiens.
est vrai ce qui n'est pas vrai partout, est vrai ce qui n'est pas vrai depuis toujours, est vrai ce qui n'est vrai pour personne. Le fait que l'homme soit partout dans les faits n'est pas un critère de vérité, même partiel. Il n'est pas un critère de ceci que l'oppression serait la vérité de l'homme. En tout cas, il y a plus d'un universel. Il y en a dans la phrase de Rousseau 2, mais à partir du moment où il y en a 2, peut-être y en a-t-il davantage. Il n'y a plus d'un universel, et certains universels n'ont pas de rapport avec la vérité. Je vais me tourner maintenant vers le problème du 1. Et je vais prendre un autre exemple, moins éclatant. Dans un film tiré d'un roman qui s'appelait, si je me souviens bien, le crabe sur la banquette arrière, l'héroïne, dans le film, qui est jouée par Macha Merrill, a un cancer, et elle allume une cigarette, et une de ses amies lui dit « Tu ne devrais pas fumer ». Les Américains ont démontré que tant % de fumeurs meurent du cancer. Et l'héroïne, donc jouée par Macha Merrill, lui répond: ce que les Américains n'ont pas compris, c'est que 100% des gens meurent. Et je suis comme vous, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai au moins souri, sinon ri. C'est au sens strict de l'humour noir. Mais la question, c'est de savoir pourquoi c'est de l'humour noir. Quelle est la différence entre l'homme est mortel, tout homme est mortel, tous les hommes meurent, et 100% des hommes meurent. L'homme est mortel n'entraîne pas de réaction de rire ni de sourire. Ça peut laisser, si j'ose dire, dans une impassibilité. Mais bon. Tout homme est mortel, c'est pareil. Et en fait, tous les hommes sont mortels, qu'on trouve dans tous les manuels de logique. Ça ne suscite pas une émotion ni comique, ni ça laisse grave, sérieux. Qu'est-ce qui se passe, donc, dans 100% des gens meurent? Eh bien, je crois qu'il suffit de réfléchir un instant pour comprendre que 100% est la forme limite de 99,99%. Autrement dit, quand on dit 100% des gens meurent, on considère que ça a exactement la même valeur de vérité expérimentale que 99,99% des gens meurent. Parce que c'est comme ça quand on fait des pourcentages. On passe de 99,99% à 100%. Si dans une élection présidentielle, dans un pays, on a 99,99% des votants qui ont voté pour le candidat, qu'il soit unique ou pas, on dira 100%. Très bien. Donc en vérité, l'humour de la formule me paraît reposer sur le fait que quand on dit 100% des gens meurent, on laisse ouverte la possibilité que 0,001% des gens ne meurent pas. Autrement dit, qu'il y ait des cas d'immortalité à la marge qui n'affectent pas la vérité statistique que dans le cas général, dans le cas majoritaire, dans l'incroyable majorité des cas, dans la presque totalité des cas, les êtres humains meurent.